Bonjour à tous. Quand les douleurs sont trop importantes pour que le paracétamol suffise à les soulager, il est parfois nécessaire d'avoir recours à des antidouleurs plus forts tels que la codéine ou le tramadol. Mais vous avez peut-être été concerné par le changement de réglementation des prescriptions de ces médicaments depuis le début de l'année. Aujourd'hui, nous recevons Anne Bathys. Elle est responsable de la cellule d'addictovigilance de l'hôpital Lariboisière Fernand Vidal et elle va nous expliquer les raisons de ces changements de prescription. Surtout, n'oubliez pas, si vous aimez Vigo TV, de nous mettre des petits commentaires ou des petits smileys en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve tout de suite en plateau pour Vigo TV l'émission. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Vigo TV, pour cette rentrée 2025. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu profiter du beau temps et du soleil. Et nous, on commence tout de suite cette nouvelle saison avec plein de belles émissions à venir. Donc, je suis le docteur Aline Frazier, rhumatologue à l'hôpital Lariboisière. Je vous présente ma coprésentatrice. Bonjour, je suis Clémence de Maison. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je coordonne les programmes de rhumatologie, d'éducation thérapeutique et cette chaîne d'information Vigo TV. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, les principes de l'émission. Cette émission, elle a pour but avant tout que vous puissiez poser vos questions, que nous posons à chaque fois à nos experts sur chaque thématique que nous vous proposons de traiter. Et aujourd'hui, notre experte, c'est le docteur Anne Bathys, qui travaille à la cellule d'addictovigilance de l'hôpital Fernand Vidal, qui fait aussi partie de l'hôpital Lariboisière. Bonjour. Bonjour et bienvenue et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Donc pour poser vos questions, Clémence en a reçu quelques-unes. Merci, je les poserai en deuxième partie d'émission. Et puis si pendant le direct vous avez des questions qui vous viennent en nous écoutant, eh bien vous n'hésitez pas à nous les envoyer sur le chat et moi je les réceptionnerai sur mon téléphone pour pouvoir essayer d'y répondre. Et on va commencer tout de suite par parler de notre thématique du jour qui est les différences, les nouveautés dans la prescription et dans la réglementation de la prescription du tramadol et de la codéine. Je vous laisse la parole, Anne Bathys. Alors bonjour à tous, moi je suis pharmacien à l'hôpital Fernand Vidal, responsable du centre d'addictovigilance de Paris. Je vais vous présenter cette thématique de la réglementation à travers 4 points qui me semblent essentiels de contextualiser pour bien comprendre comment on a pu en arriver là. En premier point, bien sûr, je vais vous présenter l'addictovigilance. En deuxième point, je vais vous parler de la crise des opioïdes en Amérique du Nord qui a permis un changement de regard sur les opiacés. En troisième point, je vous ferai un état des lieux sur l'usage des opiacés à travers les données d'addictovigilance avec un point focal sur le tramadol et sur les codéinés. Et enfin, je vous parlerai un petit peu en pratique, comment on peut tendre vers le bon usage du médicament à travers ces réglementations. Donc l'addictovigilance, qu'est-ce que c'est? C'est une vigilance sanitaire à l'image de la pharmacovigilance. On est piloté par l'agence du médicament et on est défini dans le code de la santé publique comme la surveillance des cas d'abus, de dépendance et d'usage détourné liés à la consommation de substances psychoactives en dehors de l'alcool et du tabac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on traite de médicaments ou de drogues illicites, interdites ou non encore interdites. Et donc dans ce cadre-là, évidemment, c'est assez complexe. Donc pourquoi on traite de ça? Parce qu'il y a une réglementation internationale des substances psychoactives qui est réalisée au niveau de l'Organisation des Nations Unies pour limiter le mésusage et le trafic, que ce soit les médicaments ou que ce soit pour les médicaments ou pour les drogues. Pourquoi on a besoin de cette vigilance spécifique autour des substances psychoactives également? Parce qu'en fait, on a besoin de surveiller les médicaments en vie réelle après leur autorisation de mise sur le marché. Quand on a un essai clinique, on a un échantillon de patients qui sont triés sur le volet et souvent on exclut les patients qui ont des antécédents de troubles de l'usage de substances ou même des antécédents psychiatriques. Donc on voit qu'en vie réelle, on est plus large et on peut à ce moment-là tomber sur des risques d'accroche au produit. En troisième point, pourquoi on a besoin de cette vigilance? Parce qu'on a des niveaux d'usage de substances psychoactives qui sont très élevés en France, que ce soit pour les médicaments, notamment les benzodiazépines, ou pour
d'autres substances comme aujourd'hui les nouveaux usages de nouveaux produits de synthèse qui ont complètement modifié le paysage des drogues et puis bien sûr des nouvelles tendances. Donc c'est une spécificité française, l'addictovigilance n'existe pas dans les autres pays et nos missions c'est d'évaluer le potentiel d'abus et dépendance des substances, de gérer les alertes sanitaires, de faire de l'éducation à la santé et de faire de la recherche sur les substances psychoactives. Le tout étant de créer des datas ayant pour objectif de présenter les données à l'Agence du médicament, à la Commission nationale des stupéfiants, qui s'appelle aujourd'hui Comité scientifique permanent psychotropes, stupéfiants et addictions, afin de prendre de participer aux décisions réglementaires et de prendre par exemple la décision de changer les règles de prescription et délivrance. On peut également décider de faire une lettre aux professionnels de santé ou de classer des substances en stupéfiants et en psychotropes pour en changer les décisions pénales. Plus concrètement, comment on fonctionne pour cette remontée d'informations et cette mise en place de data? Vous comprenez bien, quand on parle de mésusage de médicaments ou d'usage de drogue, on n'a pas des patients ou des médecins qui nous écrivent pour forcément nous expliquer ce qui se passe. Donc on a bien sûr des notifications comme toutes les vigilances, mais on a aussi des enquêtes pharmaco-épidémiologiques qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Donc on lance nos antennes avec différents partenaires. Donc on a l'enquête OSIAP sur les ordonnances suspectes. Une ordonnance frauduleuse, c'est un indicateur d'abus possible. On a une enquête sur les décès, donc 2 enquêtes, DRAM et DTA, qui vont essayer de relayer les informations sur les décès en lien avec l'usage de substances, que ce soit dans un cadre de traitement ou dans un cadre de mésusage. Et donc ça, c'est fait dans le cadre des autopsies. On a également une enquête sur la soumission chimique, l'usage criminel des substances, ou sur les déclarations des personnes qui utilisent des drogues et qui vont rapporter tout ce qu'ils utilisent, que ce soit des médicaments ou des drogues illicites. Donc pour cela, bien sûr, différents partenaires, des professionnels, les usagers eux-mêmes, leur entourage, les pharmaciens d'officine, les toxicologues analystes et les structures de prise en charge addictologique. Alors en deuxième point, on va complètement tourner la page pour parler de la crise des opioïdes en Amérique du Nord qui a vraiment changé le regard. Donc il faut savoir qu'au départ, la crise des opioïdes concernait réellement les opioïdes médicamenteux, avec, comme vous le voyez sur ce graphique, une augmentation très importante du nombre de prescriptions en Amérique du Nord. En violet et en rose, c'est le Canada et les États-Unis. En marron, tout en bas, ce sont les prescriptions en France. Donc on voit bien que nous, on n'est pas vraiment concernés. En 2018, aux États-Unis, 1 adulte sur 5 a reçu une prescription d'opioïdes, et notamment les femmes, avec une surreprésentation de l'oxycodone, qui est un opioïde fort. En miroir de cela, nous avons une augmentation des décès aux États-Unis avec la ligne verte qui correspond à l'augmentation des décès en lien avec les opioïdes médicamenteux. Il s'en est suivi différentes vagues de décès qui ensuite ont concerné plutôt les usages de produits illicites. Pourquoi? Parce que les États-Unis, en voyant cette augmentation très importante de prescriptions et des décès, ils ont fermé l'accès aux médicaments, et à ce moment-là, les patients qui étaient dépendants aux substances se sont retournés dans la rue à utiliser des produits illicites. Et bien sûr, des facteurs qui sont de causalité qui sont nombreux. Bien évidemment, la réglementation est très différente en Europe, donc ce n'est pas superposable. Mais dans les facteurs de causalité, on pourra retrouver l'industrie pharmaceutique, les organisations politiques, les réglementations des médicaments et les conflits d'intérêts financiers. Donc les conséquences qui ont été prises en Amérique du Nord suite à tous ces constats, donc bien évidemment c'est l'un des plus grands challenges de santé publique aujourd'hui pour eux, avec un nombre de décès extrêmement important. Cette augmentation des prescriptions d'opioïdes sans regard sur les risques addictifs a été marquante, avec donc un contexte de surprescription, de manque de formation sur le management de la douleur, et ce manque également de réglementation et de surveillance. On peut imaginer que s'il y avait eu de l'addictovigilance aux États-Unis, peut-être qu'ils auraient pu mettre un warning avant là où ils en sont arrivés. Une situation qui aujourd'hui s'étend à d'autres pays, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et à l'Europe, puisqu'on voit une augmentation des prescriptions sans augmentation d'overdose, excepté en Écosse. Donc des nouvelles guidelines ont été mises en place.
Le but est de promouvoir des pratiques de prescription plus sûres avec des stratégies multimodales de gestion de la douleur afin de mieux identifier les patients présentant un risque accru de pharmacodépendance, de réévaluer la prise en charge de la douleur chronique non cancéreuse à plusieurs reprises, de mieux dépister et traiter les usages problématiques de la pharmacodépendance et de sensibiliser au risque de surdose et d'élargir l'accès à la naloxone. Tous ces points, en réalité, aujourd'hui en France, sont discutés, sont mis sur la table et donc c'est ce que je vais vous présenter un peu plus tard. Juste pour expliquer ce que c'est la naloxone, oui. C'est un antidote des morphiniques. Voilà, on a de la chance car avec les opiacés, on a l'existence d'un antidote. Ce n'est pas vrai pour tous les toxiques et donc cet antidote qui était sur réserve hospitalière il n'y a encore pas si longtemps en France est aujourd'hui accessible et donc on peut le prescrire, on peut même se fournir dans les pharmacies de ville sans ordonnance. Bien sûr en le payant, mais voilà, on a une mise à disposition et il faudrait une diffusion beaucoup plus large de cet antidote en France également. Et puis les États-Unis ont mis aussi un point d'honneur sur l'importance de l'éducation du grand public et des patients par rapport au risque des opiacés. Ils soulignent que le patient doit être vu comme un partenaire de soins dans la gestion de sa douleur, dans l'ajustement des prescriptions, mais aussi dans le dépistage du mésusage, avec l'idée d'un partage de l'inquiétude, que ce soit du médecin ou du patient, sur ce risque qui existe. Donc le patient qui peut rapporter une augmentation des doses par lui-même, un nomadisme médical pour avoir accès aux produits, voire même un changement de voie d'administration. Ça arrive de patients qui à un moment vont passer au SNIF par exemple, mais il faut savoir en discuter avec son médecin et ne pas se sentir jugé. Donc il faut vraiment imaginer une évolution des mentalités vers le non-jugement. En réalité, c'est pour traiter la pharmacodépendance comme un effet secondaire comme les autres, puisque c'est un effet secondaire d'un traitement opiacé. Et puis il souligne aussi, et donc je trouve ça intéressant d'être là aujourd'hui, l'importance de fournir des ressources, donc des vidéos, des documents, des podcasts, et puis également de faire des journées spécifiques. Il parlait d'une journée nationale de reprise des médicaments sur prescription pour prévenir l'abus et le détournement, donc des journées où les gens rapportent leurs traitements non utilisés pour éviter qu'ils soient repris par l'adolescent de la maison qui va aller regarder ce qui se passe dans l'armoire à pharmacie. Et puis, évidemment, suite à cette crise des opioïdes, l'OMS a également donné des préconisations. Donc, il souligne que l'usage non médical, prolongé, abusif ou sans supervision médicale des médicaments opiacés peut mener à une dépendance et à d'autres problèmes de santé, que tous les opioïdes peuvent entraîner la mort par surdose, donc aussi bien ce qu'on appelait avant opioïdes forts que opioïdes faibles. Et donc, il souligne l'importance de la naloxone comme antidote des opioïdes. En conclusion, l'OMS dit que les opioïdes sont essentiels, qu'il faut surveiller, alors là on dézoome, on est au niveau mondial, la balance entre pandémie de douleur, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays dans le monde qui ne traitent pas suffisamment la douleur et qui n'ont pas accès à ces traitements antalgiques, et de l'autre côté, l'épidémie de dépendance aux opioïdes qu'on peut voir notamment dans les pays riches. Et il définit le soulagement de la douleur comme un bien public mondial. Ce qu'il préconise, c'est d'aller vers un accès aux opioïdes sans excès. Alors en France, quelles sont les données que l'on a? Ce qu'on peut voir ici sur ce schéma, c'est que les opiacés en globalité, sur le graphique, sur la courbe que l'on peut voir tout en haut, sont en légère baisse. Donc il n'y a pas de crise des opiacés en France, mais par contre il y a des signaux préoccupants. Par exemple, pour le tramadol, on voit que malgré la diminution de la prescription, on a une augmentation des signaux en addictovigilance. Selon la Haute Autorité de Santé, 29% des usagers de codéine et 39% des usagers de tramadol présentent des pratiques de mésusage et 47% des usagers de tramadol éprouveraient des difficultés à arrêter leur traitement. Et ça, c'est un point assez majeur parce que le syndrome de sevrage entraîne la dépendance du patient. Il veut arrêter le traitement, il n'y arrive pas, il va avoir des syndromes de sevrage, par exemple à type d'insomnie importante, et il va être obligé de reprendre son traitement pour ne pas avoir des effets négatifs. C'est-à-dire que la dépendance, on s'imagine souvent qu'on recherche des effets positifs en prenant le produit, en cherchant à planer. C'est pas ce qui se passe. Là, en fait, on cherche à éviter les effets négatifs de l'arrêt du produit, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à arrêter le traitement. Donc ça pourrait être ça, par exemple, la pharmacodépendance au tramadol. Les opioïdes représentent aujourd'hui 22% de la consommation d'antalgiques en France et la part des opiacés forts ne dépasse pas 2%, mais par contre est en augmentation assez importante puisqu'on a une augmentation de 59% en 15 ans des prescriptions des opiacés forts.
En termes de surveillance, par rapport au schéma que je vous ai montré tout à l'heure et nos antennes qu'on dépose un peu partout, on voit qu'on a des warnings dans presque toutes nos enquêtes. Donc on a des ordonnances suspectes très importantes, on a des données de décès avec, vous pouvez le voir ici, on a des décès que ce soit en usage récréatif, en orange le graphique de droite, ou en usage dans un traitement, et c'est le premier produit qui tue, le tramadol, aujourd'hui dans l'enquête DTA, décès par traitement antalgique. On a également donc dans l'enquête Oppidum une proportion d'usagers de substances qui double entre 2013 et 2018 sur l'usage de tramadol avec un mode d'obtention illégale qui est très important. Voilà pourquoi en avril 2020, en première étape, l'Agence du médicament a décidé de faire une prescription restreinte à 3 mois. Qu'est-ce que ça veut dire prescription restreinte à 3 mois? Là, je vous ai remis la diapo sur les prescriptions plus sûres des États-Unis. Faire une prescription à 3 mois, ça veut dire qu'au bout de 3 mois, on retourne voir son médecin. Et lui, il est censé réévaluer la prise en charge de la douleur. Il est censé pouvoir remettre en place une stratégie multimodale de la gestion de la douleur. Il est censé identifier la personne qui va présenter une pharmacodépendance, un usage problématique, une augmentation des doses. Et donc, il est là pour mieux dépister les usages problématiques et pourquoi pas à ce moment-là proposer l'analoxone. Donc, vous voyez l'intérêt de cette prescription à 3 mois. La surveillance pour la suite, après 2020, vous voyez ici que le rapport 2020-2023 des données d'addictovigilance rapporte encore une fois une augmentation des usages problématiques, avec des ordonnances qui sont passées de 0,6% à 2007 à 15,6% de toutes les ordonnances suspectes qu'on avait eues en 2023 pour le tramadol. D'où le fait qu'en janvier 2024, il y a une demande de diminution du packaging de tramadol et un passage sur ordonnance sécurisée en mars 2025. La diminution du conditionnement, ça permet quoi? Ça permet de prescrire des durées plus courtes, de ne pas avoir de stockage dans l'armoire à pharmacie familiale et d'éviter le syndrome de sevrage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bien sûr, pour éviter ce syndrome, il est conseillé de diminuer progressivement son traitement, certaines fois même sur plusieurs mois. Et l'ordonnance sécurisée, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est une ordonnance qui doit remplir des critères qui la rendent infalsifiable. Il doit y avoir le nom du médecin qui doit être pré-imprimé en bleu sur l'ordonnance. Il doit y avoir le filigrane avec le caducé. En bas à droite, on a un petit carré et en réalité sur ce carré, il y a des petites lettres qui sont non reproductibles et donc ça permet en réalité d'éviter les ordonnances falsifiées. Alors pour la codéine, juste une petite phrase qui est rapportée par le rapport des affaires sociales qui est sorti en 2025 très récemment. Face à la volonté légitime de soulager la douleur, l'usage d'opioïdes est en quelque sorte devenu un réflexe, tant pour les patients qui les réclament que pour les professionnels qui les prescrivent. Je pense que cette ordonnance sécurisée, elle met un warning que ce soit pour le professionnel ou le patient. Concernant la codéine, il y a plus de 80% des prescriptions qui concernent des indications pour lesquelles le recours aux opioïdes n'est pas recommandé en première intention, telles que lombalgie, douleur dentaire, voire formellement déconseillé, par exemple les céphalées. La codéine, c'est encore une autre histoire. Au départ, elle était accessible sans ordonnance en officine, avec une dose d'exonération. Et puis à partir de 2017, on a eu des signaux inquiétants chez une population très jeune, donc même mineure, avec la pratique du purple drug qui venait des États-Unis. L'idée étant de mélanger de la codéine avec un soda et de faire tourner la bouteille pour des fins récréatives. Ce purple drug a mené bien évidemment à des overdoses. Elle a mené également à des pharmacodépendances et à des décès. Suite au décès, en juin 2017, le ministre de la Santé a décidé de faire passer tous les codéinés sur ordonnance obligatoire. Et donc en mars 2025, avec les données d'addictovigilance, le passage sur ordonnance sécurisée a été réalisé en même temps que pour le tramadol. Alors maintenant, je vais essayer de vous montrer en quoi ça peut aider comment ça peut tendre vers le bon usage de faire ces nouvelles réglementations. Donc les outils réglementaires, ça permet quoi? L'outil ordonnance sécurisée, ça évite de banaliser les opioïdes, que ce soit pour le prescripteur ou le patient. Ça lutte contre les ordonnances frauduleuses, qui sont des indicateurs d'abus possibles.
L'outil de diminution de la taille de conditionnement, ça lutte contre la pharmacodépendance, ça lutte contre le stockage, contre un usage prolongé hors suivi médical, ça lutte contre l'automédication, le mésusage et l'abus, notamment par l'obtention directe dans l'armoire à pharmacie familiale. Et donc par exemple en addictovigilance, nous on a toujours des cas où on a des jeunes mineurs qui vont s'amuser à aller dans l'armoire à pharmacie familiale et à prendre toutes les boîtes de médicaments pour lesquelles il y a écrit qu'il ne faut pas conduire avec. Donc avec l'idée que ce sont des médicaments qui défoncent. Donc le tramadol en fait partie, la codéine également. Ensuite, l'outil ordonnance pour 3 mois, vous l'avez compris, ça permet la réévaluation du traitement tous les 3 mois, d'ajuster les doses, de préparer le sevrage et la déprescription si nécessaire, de mieux dépister et traiter les usages problématiques de la pharmacodépendance. Et alors, par rapport aux autres outils, on a l'échelle HORT, donc qui est une évaluation du risque de mésusage avant prescription. C'est un petit questionnaire qui permet en réalité de dépister la personne qui peut être plus à risque de mésusage. On a l'outil naloxone, vous l'avez compris, c'est un outil important et qu'il faut diffuser, aussi bien pour les opiacés forts que faibles. L'idée étant de lutter contre les overdoses, soit par prise accidentelle, l'enfant de 5 ans qui va prendre les pilules de papy, soit le mésusage, soit le suicide, parce que oui, la douleur peut mener des fois à des crises suicidaires. Et puis l'outil médicament de substitution aux opiacés qui est là pour traiter la pharmacodépendance qui ne doit pas faire peur. Et si on a un patient qui est dépendant, il ne faut pas hésiter à le switcher vers un médicament de substitution aux opiacés qui a une cinétique particulière et qui permettra d'aider le patient par rapport à son problème de dépendance. La pharmacodépendance, qu'est-ce que c'est ? Vous avez ici les 11 critères du trouble d'usage des opiacés, mais de façon plus synthétique, on a l'échelle POMI qui est intéressante. L'idée étant d'essayer d'interroger le patient sur est-ce qu'il a augmenté les doses de lui-même, est-ce qu'il a renouvelé une ordonnance plus rapidement que prévu, est-ce qu'il a utilisé le produit pour en réalité d'autres effets que la douleur, est-ce qu'il a recherché un effet stimulant ou autre avec le produit. Donc pour finir et pour conclure, je pense que vous avez compris que ces nouvelles réglementations sont en réalité positives. Elles sont le signe d'un changement. Pour que la pharmacodépendance soit traitée comme un effet secondaire comme les autres, il faut éduquer, il faut collaborer avec son patient, il faut déprescrire, prévenir le sevrage, parler de pharmacodépendance, prescrire l'antidote, et donc repositionner les médicaments opioïdes dans une prise en charge multimodale associant des antalgiques non opioïdes et des approches également non médicamenteuses. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup parce que ça met bien au clair justement tout l'historique et le raisonnement derrière ce qui peut apparaître pour les gens comme simplement une contrainte. Oui. Et pour certains prescripteurs, dont je dois avouer parfois faire partie aussi. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est difficile, on le sait, c'est que le système de santé actuellement n'a pas toujours facilement accès finalement aux médecins traitants, encore moins à son médecin spécialiste. Nous, c'est vrai que par exemple dans le service, on a quand même des délais de rendez-vous qui sont très longs. Donc ça a tout de suite posé des problèmes très concrets de personnes qui effectivement prennent ces antalgiques, alors d'ailleurs sans forcément problématique de mésusage, mais juste parce qu'ils ont des douleurs chroniques. Et moi j'ai plein de patients qui utilisent un petit peu de tramadol quand ils sont en pic douloureux, puis qui n'en prennent plus pendant certaines périodes, mais ils ont besoin de l'avoir quand même à disposition. Et si on a besoin de se fournir à la pharmacie pour en avoir au cas où et que l'ordonnance elle est plus valable, on est coincé. Donc c'est vrai que concrètement, c'est un problème qui a parfois, et c'est vrai que je vous avais même raconté un cas d'une dame qui avait dû arrêter brutalement son traitement parce que son pharmacien lui a dit non, là je peux plus délivrer, j'ai plus l'ordonnance qu'il faut, le temps qu'elle réussisse à nous joindre, etc. Elle a eu effectivement les effets indésirables du sevrage brutal qui ont été vraiment extrêmement désagréables pour elle. Donc c'est vrai que c'est toujours le problème entre le principe et puis comment après sur le terrain ça se veut vertueux, mais on peut effectivement retrouver le revers de la médaille. Ça va être celui de l'accès au médecin pour le renouvellement de la prescription, c'est sûr. C'est vrai que il n'y a pas vraiment de solution à ça. Je pense qu'entre-temps, on a développé d'autres façons de travailler, à la fois nous. Moi, je préviens vraiment toujours les patients, attention, dans 3 mois, il faudra faire renouveler pour qu'ils puissent anticiper le rendez-vous chez le médecin traitant, qu'ils puissent réévaluer, etc. Puis, en fait, c'est effectivement quand même une vertu du système
c'est que ça oblige à en discuter un petit peu. À dire, attention, il y a eu des cas de dépendance, donc comment vous vous sentez, vous, avec ce traitement Et parfois, d'ailleurs, certains patients qui me disent, non, en fait, je le prends jamais. Je fais, bon, alors je l'enlève. Donc, mais je pense que ça met également en lumière et ça alerte sur le dépannage, par exemple en famille. Attends, tu as mal là, je te donne. Et on a l'impression de bien faire, comme si on donnait un anti-inflammatoire ou un Doliprane. Et en fait, finalement, c'est. Ça participe à la banalisation. Voilà, c'est ça. Et là, ça me donc, met bien en ce lumière. Soir, on va tous. C'est pas un médicament comme les autres. Comme ça. Moi, ce soir, je vais faire du tri dans ma pharmacie. Surtout avec les enfants qui grandissent. Alors, ça, non, c'est bon. Alors, quelques questions. Oui, moi j'ai reçu quelques questions. Comment savoir si on est addict à ce type de médicament ? Si je n'en prends pas, je le sens, j'ai très mal, donc c'est vraiment efficace sur les douleurs, mais est-ce que c'est ça, être addict ? Alors non, je pense pas que ce soit ça, être addict. C'est évidemment qu'on n'est pas là pour éviter de prendre le médicament qui nous fait du bien. On est là pour éviter que ce médicament qui nous fait du bien devienne qu'il y ait une perte de contrôle en fait, une perte de contrôle des usages, de la posologie. On augmente les doses. Alors il y a aussi un phénomène de tolérance avec ces produits-là où des fois on peut augmenter les doses pour retrouver l'effet de départ. Mais non, la dépendance, ça va être donc par exemple ce que je disais tout à l'heure, donc obligé d'en reprendre. C'est ne pas arriver à arrêter, obligé d'en reprendre pour ne pas avoir les effets négatifs, s'apercevoir qu'en réalité on le prend pour des effets positifs autres que l'antalgie. Donc ça aussi c'est un signe. Il faut savoir aussi s'écouter et je pense que tout un chacun est capable de voir quand il y a une perte de contrôle avec un médicament. Mais après, c'est effectivement ce qu'on dit avec l'addictologie, c'est que ça doit être une prise en charge globale du patient avec également un côté psychothérapeutique. Donc pourquoi pas, quand on voit qu'on commence à être pas bien, qu'on commence à utiliser le traitement opiacé comme un système un peu antidépresseur, au lieu de l'utiliser comme antalgique, à ce moment-là, mettre en place une thérapie de suivi, essayer de gérer la douleur, parce qu'on sait aussi que la douleur engendre la dépression et qu'elle participe aux symptômes de la douleur, donc essayer de gérer de façon multimodale avec d'autres choses à mettre en place. Et je pense que c'est aussi ça l'idée de réévaluer à 3 mois, même si j'entends bien que 3 mois c'est beaucoup trop et que bon, mais ça peut être l'idée de si vous avez mal, on peut peut-être aller vers la kiné, on peut peut-être essayer d'autres choses pour vous soulager. Mais oui, il faut continuer à prendre le traitement antalgique, évidemment, et c'est pas parce que vous prenez du Skénan tous les jours que vous êtes dépendant. Ouais, ça c'est important de le dire. Après, on sait que quand la douleur est chronique, moi ce que je vois aussi dans la pratique, c'est que au début, les antalgiques, ils aident à désamorcer quelque chose, à sortir aussi du tourbillon de la douleur dont on n'arrive pas du tout à avoir de répit. Et puis, petit à petit, finalement, on parlait de perte de contrôle, mais il y a aussi ce phénomène où on reprend le contrôle de sa douleur, on apprend un petit peu mieux à analyser comment on réagit, etc. Et souvent, on arrive, même si la douleur persiste, à avoir moins besoin de médicaments avec le temps, mais ça nécessite quand même d'avoir une capacité à analyser comment je réagis face à ma douleur, qu'est-ce que j'arrive à déployer comme méthode à la fois médicamenteuse et non médicamenteuse qui permettent de passer des caps. Souvent, on se retrouve avec des gens qui vont prendre le traitement antidouleur matin, midi et soir très strictement. Est-ce que j'arrive à plutôt l'adapter au moment de la douleur ou est-ce que j'ai à faire, j'ai un événement important, il faut que je sois au taquet, je prends quelque chose pour ne pas être embêtée par ma douleur. Aujourd'hui, je sais que je suis en week-end, je suis au calme. Peut-être que si j'ai pas d'antidouleur, j'arriverai quand même à mener ma journée. Donc ça, c'est des petites choses, mais qu'on apprend et qui mettent du temps en fait à apprendre. Et c'est quelque chose qu'on peut essayer de vous conseiller sur ça, nous, en tant que médecin. Mais à un moment donné, c'est vous qui allez vous faire votre expérience avec le temps qui passe sur une douleur chronique. Donc c'est pas évident. Il y a un phénomène aussi qui peut être un signe peut-être de dépendance, c'est quand on angoisse à l'idée de plus en avoir. Ouais. C'est ce qu'on appelle le craving, je crois. Alors le craving, c'est l'envie irrépressible de prendre le produit. D'accord. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais oui, avec ce système de je suis dépendant du produit, si j'en ai pas, je sais que ça va aller mal, je suis dans une espèce d'anxiété, anticipation en fait. Oui, c'est bon. Après, la douleur est là, et donc on comprend aussi l'intérêt d'anticiper. De bien analyser. Là, c'est vrai que la personne, elle nous dit, c'est vraiment pour les douleurs que je le prends, donc on n'a pas l'impression qu'il y ait des signes, sous réserve de la brièveté de sa question, mais on peut penser qu'il n'y a pas de signe d'alerte.
Ouais. Bah justement, on a une question sur le sevrage. Cela fait 13 ans que je prends du tramadol. Je ne supporte plus l'état de manque, nausées, douleurs musculaires, sueur et sensations de froid, difficulté de concentration. Les médecins me parlent d'une hospitalisation de 5 jours pour me sevrer. 5 jours difficiles apparemment. Est-ce si difficile de se sevrer? Est-ce qu'une semaine suffira? Alors, oui, je pense que c'est difficile de se sevrer le tramadol. S'il propose une hospitalisation, je pense qu'il faut bien évidemment l'accepter. Cette hospitalisation, c'est aussi un moment où vous allez prendre soin de vous. C'est un moment où vous allez être complètement monitoré, surveillé. Comme ça, il n'y aura pas d'accident et pas de complications en lien avec le sevrage. Et par contre, non, le sevrage, bien évidemment, continuera en ambulatoire par la suite. C'est pas aussi simple que ça et ça demande même, j'imagine, plusieurs mois et avec, comme je disais tout à l'heure, la mise en place aussi d'une thérapie de soutien, pourquoi pas, parce que c'est, par exemple, en 2017, quand il y a eu ce passage obligatoire des codéinés sur ordonnance, on a eu énormément de sevrage forcé, ça concernait surtout des femmes qui pouvaient être dans une dépendance aux codéinés alors que le mari ne le savait pas, que les enfants ne le savaient pas, c'était en plein mois de juillet, donc elles étaient en vacances sans médecin traitant, avec des effets, comme le décrit cette patiente, extrêmement forts. Et plusieurs mois après, elle continuait à dire qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Donc non, il faut prendre ça au sérieux. C'est ce que je disais, c'est ce qui est dit dans la présentation. C'est une complication, un effet secondaire comme les autres du traitement. Il faut l'accepter. Si on a une éruption cutanée, on va la traiter. Et ben là, c'est une pharmacodépendance. Et ben on va la traiter de la même façon. Et il faut prendre ça de façon très sereine. Surtout si on a un médecin qui nous propose une hospitalisation, ça veut dire que c'est pris en compte et un réel accompagnement. Voilà, c'est ça. Un accompagnement sûrement. C'est pas diminuer une fois sur deux, puis une fois sur trois, et puis on se revoit dans 3 mois. Ouais. C'est ça, là c'est quelque chose d'un peu intensif parce qu'il a vu aussi l'importance de l'atteinte de cette dame et puis probablement, comme vous disiez, pour initier une démarche, mais qui va se poursuivre sur le long terme pour un accompagnement sur la durée. Question suivante. Ayant une polyarthrite rhumatoïde depuis 1997, je regrette de ne pas pouvoir prendre le tramadol car j'ai une intolérance à ce médicament. Que puis-je prendre d'aussi efficace? La codéine ne fait pas d'effet à part m'endormir. Peut-être auriez-vous une solution alternative à me proposer? Alors pour le coup, là, non, je pense que voilà. Ouais. Alors pour la polyarthrite rhumatoïde, en fait, alors là, elle dure depuis très longtemps. Donc la question, c'est toujours d'essayer de voir d'où viennent les douleurs. Quand on a une polyarthrite, surtout quand elle dure depuis longtemps, il peut y avoir des douleurs de différentes origines. La première chose que va regarder votre rhumatologue, c'est est-ce qu'il y a encore beaucoup d'inflammation de votre polyarthrite? Parce que si on voit des crises inflammatoires, des gonflements des articulations par exemple, on va se dire que là, c'est votre traitement de fond qui n'est pas bon. Il faudrait peut-être un traitement plus puissant pour mieux maîtriser la composante inflammatoire. Ensuite, si on ne voit pas d'inflammation, ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait des douleurs liées au fait que la polyarthrite, ayant été très active auparavant, a abîmé les articulations. Et là, en fait, on va rejoindre le traitement qu'on propose dans l'arthrose. Donc c'est vrai que là, ça va rejoindre aussi les antidouleurs, mais on sait très bien que sur ces douleurs mécaniques-là, des antidouleurs même très puissants, ils sont assez décevants, ils ne vont pas avoir un très très grand intérêt. Et là, on va peut-être se tourner plus vers la rééducation. Par exemple, on a nos petites vidéos de rééducation des mains, les automassages ou des techniques de gestion de la douleur non médicamenteuses. Et puis, il peut y avoir aussi un phénomène, c'est que quand on a eu des douleurs de manière répétée, constante pendant des années et des années, il y a un dérèglement des circuits de la douleur, ce qu'on appelle une sensibilisation centrale à la douleur. Et là, on développe un type de douleur qui est encore différent, qui n'est pas vraiment lié à des lésions des tissus ou des organes. C'est ce qu'on appelle les douleurs nociplastiques, mais ça on aura l'occasion d'y revenir dans la prochaine émission. Mais voilà, et là on va avoir encore d'autres méthodes de gestion de la douleur, avec parfois des médicaments qui vont avoir un effet antalgique, mais qui vont aussi être dans d'autres familles de médicaments. Donc il y a vraiment besoin de voir votre médecin pour essayer d'analyser d'où viennent ces douleurs persistantes et pour comprendre comment lutter contre. Peut-être que lui, il a déjà une petite idée, mais qu'il ne vous l'a pas verbalisée. Et parfois, rien que le fait de savoir ce que veut dire cette douleur, est-ce qu'elle signifie quelque chose ou est-ce que finalement, elle n'a pas de raison de provoquer d'inquiétude, ça peut vous aider aussi à la vivre différemment et à, du coup, vous sentir plus en capacité de la maîtriser.
En quoi les nouvelles ordonnances ne sont pas falsifiables par rapport aux précédentes? J'ai vu une émission à la télé sur ce sujet. Ça veut dire quoi, les ordonnances infalsifiables? Avant, c'était falsifiable? Donc, en France, il y a plusieurs types d'ordonnances et pour les stupéfiants, tous les médicaments classés en stupéfiants, on a donc des ordonnances qu'on appelle sécurisées. Donc, j'ai présenté dans la présentation avec donc ce filigrane avec le caducée, le nom du médecin qui est pré-imprimé avec son code RPPS. On a donc le petit carré, on a l'impression que c'est un carré avec des lignes pleines, mais en fait non, quand on regarde à la loupe, il y a des petites lettres, voilà. Donc ce sont des ordonnances qui sont fournies par l'État, donc les médecins doivent les commander, et donc on voit aussi pour le médecin que c'est à la fois un warning et à la fois c'est un peu embêtant et une contrainte, voilà. On doit écrire en toutes lettres. Voilà, il faut écrire en toutes lettres, et donc c'est... après, c'est pareil au niveau du pharmacien, il a une ordonnance sécurisée avec un stupéfiant, il va avoir le réflexe de faire plus attention à ce qu'il délivre pour éviter aussi une erreur de délivrance, donner du 15 au lieu du 5, etc. Enfin voilà, donc je pense que c'est vertueux. Après, évidemment, ça a aussi mais oui, en fait, des revers. Il y a quand même de la falsification d'ordonnances, c'est quand même un phénomène Alors, non rare, c'est un phénomène non rare. Non rare, non, c'est vraiment très fréquent. C'est en plus aujourd'hui avec les possibilités informatiques, il suffit de scanner, il suffit de faire des bidouillages et on arrive à faire de très très belles ordonnances. Donc, sans donner d'idée. Hein. Mais non, on ne le dira pas. En plus, avec aussi tout ce qui est Doctolib, qui mettent les ordonnances, après, on voit bien qu'ils réutilisent les mêmes ordonnances, donc c'est un problème. Ils font donc ce qu'on appelle le nomadisme médical et pharmaceutique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des patients, quand on posait la question tout à l'heure, qu'est-ce que la pharmacodépendance? Quand on a un patient qui passe sa semaine à avoir 50 rendez-vous chez des médecins pour avoir accès au tramadol, et puis qu'après, il fait toutes les pharmacies, mais il va même pas dans le quartier, il change de ville pour avoir accès à des pharmacies, pour avoir accès aux médicaments. Des fois, il le paye de sa poche pour éviter que ce soit sur sa carte vitale et son dossier pharmaceutique. Ça, c'est le nomadisme médical et pharmaceutique. Tout le monde n'en est pas là. Et puis donc oui, alors le futur, ça va être une ordonnance. On sera plus sur du papier, on va être sur des ordonnances informatiques, voilà. Voilà, ça va être un QR code et ça va générer chez le pharmacien directement une ordonnance. Donc ça, c'est le futur. Mais quand normalement c'était généralisé au 1er janvier dernier, on voit bien que ça n'allait pas du tout. Mais effectivement, ça permettra encore de rajouter un verrou supplémentaire pour éviter un accès trop facilité à certains médicaments qui peuvent être dangereux. Si on peut dire quelque chose, si vous sentez, vous, justement, vous avez commencé à avoir recours à des consultations répétées, etc., en fait... Moi, mon conseil, ce serait plutôt le médecin que vous allez voir. Expliquez-lui que là, vous avez l'impression que vous êtes dépendant parce qu'il va pouvoir, au lieu de peut-être vous dire non, je vous prescrirai pas de tramadol, vous en avez déjà, vous en avez trop, il va au contraire, là, rentrer dans son rôle de soignant et dire attendez, dans ce cas-là, je vous oriente vers un addictologue pour vraiment pouvoir faire quelque chose pour vous et sortir de cette espèce de cercle vicieux. Quoi. Oui, parce que c'est beaucoup de souffrance en réalité. Et la vie entière, l'addiction, c'est une perte de liberté monstrueuse, c'est une vie entière tournée vers une seule chose, c'est le produit et l'accès au produit, que ce soit pour une drogue illicite ou pour un médicament. En réalité, c'est exactement le même phénomène. Et quand on passe la journée entière à sillonner les rues pour trouver médecins et pharmaciens, on voit bien que c'est un vrai problème. Ouais. Et c'est vraiment trop dommage alors qu'il y a des choses qui existent pour... voilà. Et comme on disait, c'est un effet indésirable comme un autre finalement. C'est pas parce que ça perturbe le mental qu'il faut considérer que c'est autre chose. Et voilà, on avait parlé d'addiction déjà quand on avait eu le tabacologue. Il faut dédramatiser ces problématiques. C'est pas que des personnes antisociales qui sont touchées par l'addiction, c'est une maladie, quoi. C'est tout. Exactement. Et puis pour tous nos patients qui le prennent correctement, on met quand même en lumière qu'il faut faire attention. Par exemple, si on part en voyage, ne pas les oublier parce que vous ne pourrez pas aller à la pharmacie et dire non, je les ai pris la semaine dernière, mais je vous assure, ils sont à Paris, je les ai oubliés, là, on est dans le sud. Et puis rentrer dans un syndrome de sevrage. Voilà. Et voilà, donc vraiment bien penser à avoir son traitement, son ordonnance sur soi. Et... Voilà. Alors c'est vrai que ce qu'on a parfois, c'est des personnes qui nous disent j'ai essayé d'arrêter le tramadol, mais ça va pas du tout. Et je dis mais oui, non, on ne peut pas arrêter d'un coup si vous l'avez pris pendant des mois. Donc si vous souhaitez qu'on essaie de l'arrêter, si vous pensez que niveau douleur c'est jouable,
on va le faire, mais progressivement. Et si ça prend plusieurs mois, ça prend plusieurs mois. Et ça permet justement de faire la distinction entre ça se passe pas bien parce que les douleurs remontent ou ça se passe pas bien juste parce que je suis en sevrage. Ça, c'est vraiment important. En tout cas, merci. Je pense que ça apporte beaucoup d'informations. On a un petit mot de notre chère Guylaine qui nous remercie pour ce sujet et qui nous demande: est-ce que vous pensez que les cures thermales peuvent pallier à des antalgiques? Je vais peut-être répondre moi. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas convaincue du bénéfice en elle-même de l'eau thermale sur les douleurs rhumatismales. Mais en revanche, lors des cures thermales, vous avez déjà, comme on disait pour l'hospitalisation, un temps pour vous occuper de vous. Vous êtes déchargé de certaines obligations du quotidien. Vous avez souvent de la rééducation. Et dans ces centres-là, souvent, il y a des kinés qui sont vraiment bien. De la balnéothérapie dans l'eau, qui est quand même un moyen de faire de la rééducation souvent moins douloureux. Donc, beaucoup de gens se sentent mieux après une cure thermale. Je pense que ça passe plutôt par ces traitements physiques et ce temps accordé à sa santé et à son activité physique que par le miracle de l'eau de source. Mais en tout cas, voilà, ça peut être bénéfique, en effet. Et il y a quand même pas mal de gens qui disent qu'après leur cure, justement, ils arrivent à diminuer les antalgiques plus facilement. On a eu le témoignage ce matin dans un groupe. Un groupe de patients était là. Et elle avait dit ça. Voilà. Après, moi, et qu'elle se sentait moins douloureuse et que certaines douleurs n'étaient pas encore revenues. C'était une cure de cet été. Donc. Ouais. Moi, ce à quoi je vous encourage si vous faites des cures thermales, c'est les bonnes habitudes que vous avez prises pendant la cure, la petite gymnastique quotidienne, peut-être essayer de la conserver ensuite, de ramener ça chez vous. Peut-être pas tous les jours parce que la vie reprend son cours, mais 2-3 fois par semaine, faire 15 minutes d'exercice comme le kiné vous a montré en cure, ça devrait permettre de faire durer aussi l'effet de cette cure thermale. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, pour la suite... Pour la suite, on parle des événements à venir du mois d'octobre, là, qui va être riche. Alors, nous avons le 9 octobre. 9 octobre, la journée sur la polyarthrite rhumatoïde à l'hôpital Lariboisière. On relève le challenge solidaire du polyarthroton. Tous ensemble, soignants, patients, personnel extérieur, interne à l'hôpital. Vous êtes tous les bienvenus. Secteur Galerie Bleue. Secteur Bleu de l'hôpital Lariboisière. Il y aura, donc l'idée, c'est de faire un challenge d'activité physique et chaque kilomètre ou effort ou quiz intellectuel pour ceux qui ne veulent pas faire de sport rapporte des dons à l'association Andar qui organise cet événement, qui est une association de lutte contre la polyarthrite. Et on aura des représentants de l'association qui seront aussi présents sur l'hôpital Lariboisière pour présenter toutes leurs actions. Donc toute l'équipe de Rhumato se mobilise sur cette belle journée. N'hésitez pas à passer nous voir. Ensuite, 10 et 11 octobre, Salon de la polyarthrite organisé par une autre association, l'association AFPRIC, qui se déroulera à Paris. Moi, j'aurai la chance d'intervenir lors de ce salon. Puis il y a plein d'autres rhumatologues français qui viendront répondre à toutes les questions des patients sur les rhumatismes en général. Donc c'est un salon souvent très intéressant, très riche, avec beaucoup de rencontres. Et il y a aussi une déclinaison dans toute la France de ce salon. La FPRIC, chaque année, organise des dates un petit peu sur tout le territoire, toutes les antennes locales. Donc plein de beaux événements pour vous renseigner sur les rhumatismes avec ces associations très dynamiques. Et la prochaine émission Vigo TV, le 10 octobre. On vous attend pour discuter de la fibromyalgie. Voilà, fibromyalgie, douleur chronique, avec le professeur Françoise Laroche, qui est une grande experte en la matière. Donc ça fera bien la continuité avec tout ça sur les méthodes pour gérer les douleurs chroniques. Et ça vous permettra peut-être justement de voir d'autres ressources que les antalgiques opiacés. Donc comme à chaque fois, dès à présent, vous pouvez m'envoyer vos questions sur etp.rhumato.lrb@aphp.fr. Eh ben, on vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de journée. On vous remercie d'avoir suivi cette émission. Merci encore Anne-Baptiste pour votre participation. C'était vraiment super intéressant. Et on se dit à très bientôt sur Vigo TV. Au revoir.